Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être là, c'est super sympa. Donc je vais vous faire une petite conférence, vous parler de pourquoi les devs n'arrivent pas à être agiles et que c'est sûrement notre faute. Donc je vais peut-être dire du mal de vous allez peut-être vous sentir un petit peu visé, j'en suis désolé. Le but c'est de s'améliorer, hein, c'est pas juste de pointer du doigt, même si je vais peut-être en pointer deux, trois. Hein. Mais donc voilà, donc se dire que c'est peut-être notre faute, comment est-ce qu'on peut faire, et donc je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que moi en tout cas j'observe, mon avis de mes recherches, de ce que j'ai pu voir, du pourquoi est-ce que ça arrive, et puis bien sûr je vais essayer quand même de vous parler de quelques solutions que j'ai pu tester, des choses que je vous invite du coup à essayer, pour essayer d'arranger les choses. Ça va être un peu freestyle parce que suite à un problème technique de Mac, j'ai pas mes notes et que j'ai modifié les slides encore hier soir. Donc il y a peut-être des trucs que je vais oublier et revenir un peu en arrière. Je suis désolé d'avance. Je vais essayer de faire au mieux. Donc c'est parti. Tout le monde est prêt? Donc moi, Constantin Gay. Donc j'officie aussi pour et sur Scrum Life, qui est donc la plus grosse chaîne francophone sur l'agilité sur YouTube. J'espère que tout le monde aussi ici est abonné. Enfin non, en vrai, j'espère pas, parce que ça permet de s'abonner encore plus. Juste pour savoir qui est abonné dans la salle. Ouais, ça va, il y a de la marge encore. Top. Super. Bon, j'espère que je vous aurai convaincu à la fin de vous abonner. Donc voilà, donc moi, pour vous parler un petit peu de moi, je suis un ancien développeur. Donc j'ai été développeur pendant 17 ans. J'ai commencé très tôt. Voilà. C'était il n'y a pas si longtemps, hein. C'était il n'y a pas si longtemps. Prenez les photos. Mais c'était il n'y a pas si longtemps, donc j'ai été développeur. J'ai été développeur, ce qu'on appelle souvent full stack. Alors, suivant les périodes, ça change. Parfois c'est bien d'être full stack, parfois c'est pas bien. Ça dépend des moments. Mais en gros, voilà, on faisait vraiment de tout. On allait du provisionnement des machines jusqu'à la ligne de CSS. On faisait absolument tout parce qu'on était une petite équipe dans une boîte qui ne voulait pas mettre d'argent dans l'IT, qui était pourtant le cœur de son métier et qui représentait la capacité de 100% de ses revenus. Et comme dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas le budget. Mais donc on faisait un petit peu tout et donc, dans cette boîte j'ai même terminé CTO, donc directeur technique de la boîte, et c'est à ce moment-là où j'ai découvert l'agilité. Alors pas dans la boîte elle-même, qui était en même temps c'est marrant, c'était et agile et pas du tout agile, c'est-à-dire que c'était agile dans le sens en fait ils comprenaient rien de ce qu'on faisait, donc en vrai ils nous laissaient un peu carte libre, donc on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Mais c'était pas agile parce que on n'était pas cadré. On ne connaissait pas dans la boîte les notions, les termes d'agilité. Et du coup, c'était pas du tout cadré, donc qualité merdique, c'était à l'arrache, etc., etc. Ensuite, je suis devenu coach agile parce que j'ai eu une opportunité. En fait, j'avais amené de l'agilité dans la boîte où j'étais avant. Parce que j'avais découvert ça un peu par hasard à l'extérieur de la boîte. J'avais ensuite participé à des confs, voilà, j'avais essayé d'apprendre. Bien sûr, en faisant plein de conneries, je me verrais aujourd'hui, je me mettrais des baffes, mais en faisant plein de bêtises. Et donc pendant 3-4 ans, voilà, j'ai pu tester plein de trucs. Et ensuite, j'ai eu une opportunité d'entrer dans un grand groupe en tant que consultant. La preuve, hein, on était allongé par terre. Et voilà, et pour devenir Scrum Master, coach agile, suivant les trucs. Et là, c'était marrant parce que c'était, pour moi, ça a été, l'agilité a été une vraie révolution dans le sens où je suis complètement autodidacte. J'ai même pas passé mon bac, j'ai même pas essayé. Et du coup, j'ai travaillé sur mes 17 ans de dev, j'ai travaillé pendant peut-être 12-13 ans en tant que, même 14 en tant que freelance. Donc ce qui fait que j'avais absolument aucune méthode de travail. Je travaillais pour moi et avec moi, donc tant que le client était content, on va dire, ça allait. J'avais aucune organisation, aucun cadre, et quand j'ai découvert justement l'agilité, ça m'a fait tilt. J'ai une vraie appétence là-dessus parce que justement je découvrais quelque chose qui pouvait m'aider à ce que j'espérais être un meilleur moi-même, un meilleur développeur, faire mieux mon travail en fait et être plus épanoui là-dedans, ce qui s'est avéré être vrai. Et du coup, j'ai tellement aimé ça que j'ai voulu faire partager ça à d'autres
Et pourquoi je suis rentré dans le monde du consulting? Parce que déjà je connaissais pas. Si j'avais connu, je ne serais peut-être pas allé. Déjà, je ne connaissais pas, j'avais jamais eu de contact avec des consultants, des ESN, tout ça. Enfin, pour moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et du coup, j'avais besoin de me confronter à des gens beaucoup plus matures que moi, d'apprendre justement sur l'agilité, puisque je faisais n'importe quoi, je lisais des livres, j'essayais de faire de mon mieux, mais en vrai, j'avais personne qui me disait non, là, ce que tu fais, c'est de la merde, non, il faut surtout pas faire ça, c'est une mauvaise pratique, parce que, etc., etc. Donc, je me rendais compte de certains trucs au bout d'un moment, mais j'avais besoin de trouver quelqu'un. Et donc, je suis allé dans cette boîte, dont je tirais le nom, parce que c'est un des sponsors, donc il ne faut pas dire du mal des sponsors, mais je suis allé dans cette boîte, je suis resté un mois et demi. Pourtant, quand je suis arrivé, c'était vraiment le rêve. C'est-à-dire que je suis arrivé, je me suis retrouvé dans un bureau avec plein de Scrum Masters. C'était la première fois, et tout. Oh, c'est incroyable, oh, c'est vraiment génial. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, alors oui, ils avaient le PSM1, voilà, mais en discutant avec eux, je me suis rendu compte que malgré ma faible expérience de Scrum Master et tout, en fait j'étais, et c'est même eux qui m'ont dit, c'est pas moi qui me jette des fleurs, mais j'étais beaucoup plus avancé qu'eux dans ma réflexion, dans ma compréhension même de ce que c'était, et du coup là où je cherchais des mentors et des gens pour m'aider à devenir meilleur, en fait je les ai pas trouvés, quoi. Et c'est là où je me suis aussi rendu compte que il y avait quand même pas mal de bullshit dans le monde du consulting, et que c'était un peu bizarre pour moi. Et du coup, je suis allé dans une autre boîte de consulting. Mais celle-là, elle était bien. Celle-là, elle était bien. Talent Labs, je les aime beaucoup. Et voilà. Et donc, et pourquoi? Parce que vraiment, j'avais envie de transmettre ça. Moi, ça m'avait tellement changé la vie que j'avais envie de transmettre ça. Et pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le monde du dev, c'était un peu n'importe quoi. C'était un peu n'importe quoi. C'était... alors, on passe des extrêmes, hein, soit des gens très très nuls, ou en tout cas, ce que je pensais être très très nuls, jusqu'à des gens qui se pensent être très très bons, avec beaucoup de masturbation intellectuelle, etc., autour du dev. Et j'en faisais partie, bien entendu. Et pourquoi? En fait, ce qui m'a fait tilt, c'est un séjour à Avoriaz. Alors, c'était à l'époque où il y avait encore de la neige, à Avoriaz. Maintenant, il n'y en a plus. C'est affreux. Et donc, vous voyez, à Avoriaz, en fait, moi, j'étais pas là. J'étais pas là, donc là j'étais dev encore, j'étais CTO dans la boîte. J'étais pas là, moi j'étais là. J'ai passé ma semaine de ski à l'intérieur. Alors ma femme et nos potes, ils étaient tous sur les pistes. Moi je passais mes journées là-dedans à monter un cluster MongoDB. Ma femme m'en a voulu un petit peu, mais en vrai aujourd'hui je regrette énormément. Je regrette pourquoi? Parce que, alors ça m'a plu, sur le moment, c'était un de mes choix, personne ne m'a obligé à le faire. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait apprendre plein de trucs, j'adore MongoDB, etc. Mais en vrai, je me suis rendu compte bien après que l'entreprise dans laquelle j'étais ne me laissait pas essayer des choses, ne me laissait pas tester, ne me laissait pas expérimenter, apprendre, rater. Il n'y avait pas le temps, en fait, il n'y avait jamais le temps. Ce qui fait que ce temps-là, je le prenais en vrai sur mon temps. Donc je le prenais sur mon temps de ski. J'ai littéralement même pas loué mes skis, pour vous dire à quel point. Et ça m'a fait vraiment tilt de me dire, c'est pas normal en fait qu'aujourd'hui, on le voit encore, des devs dans des boîtes qui pourtant, encore une fois, aujourd'hui il y a peu d'entreprises, de grosses entreprises dont l'IT n'est pas essentiel, n'est pas central, n'est pas une part ultra importante du chiffre d'affaires. Il n'y en a pas énormément, tellement les produits sont numériques. Aujourd'hui, une banque, j'ai travaillé beaucoup dans les banques par la suite, une banque, il n'y a pas d'informatique, il n'y a plus de banque, il n'y a rien, il n'y a aucune transaction qui peut se faire, il n'y a rien du tout. Et pourtant, effectivement, on considère souvent les développeurs, donc développeurs au sens large, mais là on parle spécifiquement de développeurs logiciels parce que c'est mon expérience. En fait, on les considère un petit peu comme de la main-d'œuvre, comme des gens qui sont remplaçables, etc., etc. Et donc, on ne les laisse pas, justement, apprendre. On veut d'eux le maximum, mais le maximum de production.
Donc effectivement, bah, on se retrouve, et je ne suis pas le seul, hein, beaucoup de devs à faire du travail en plus, du travail le soir, du travail le week-end. Et le pire, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est gênant. On n'a pas l'impression que c'est gênant parce que ça nous plaît, ça fait partie du côté de « non mais c'est super cool en fait, j'apprends plein de trucs, on a une bonne dynamique, etc. » Il faut se dire que ce cluster MongoDB que j'ai monté en plus sans prévenir personne, hein, j'ai fait ça dans mon coin, 2 ans après, ça représentait plus de 50% du chiffre d'affaires de la boîte. Parce que le produit qu'on avait pu développer grâce à ce cluster-là. Alors que c'était même pas une demande. Donc ça a une vraie valeur, et pourtant, bah, c'est pas reconnu. Je n'aurais pas pris ce temps-là, ce chiffre d'affaires n'aurait jamais existé. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, on est tout le temps en train de s'accuser. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Dans les métiers, dans les entreprises, on est tout le temps en train de s'accuser. C'est les devs, ouais, mais si on leur laisse trop de faire n'importe quoi, ils vont faire de la surqualité, ils vont jamais s'arrêter, ça sortira jamais, etc. Et en même temps, bah, les devs, ils disent au métier, bah ouais, mais vous nous laissez pas faire, donc on fait de la merde, etc., etc., etc. On est tout le temps en train de s'accuser. Donc pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça, du coup? Comme je vous disais, c'est parce que j'ai envie de vous emmener, justement, de vous avoir cette petite réflexion de qu'est-ce que ça veut dire d'être dev, pourquoi est-ce qu'on leur demande d'être agile et qu'est-ce qu'ils entendent généralement par ça. Alors juste pour savoir, est-ce qu'il y a des développeurs, techniciens, dont c'est le métier principal, on va dire, aujourd'hui dans la salle? Ok, il y en a pas mal quand même. Bon, c'est cool. Bon, vous avez vu ça, le titre, et vous avez dit, tiens, je vais venir voir, il va peut-être dire de la merde sur nous, ou au contraire. Non, je vais plutôt aller dans votre sens, en fait. Et en fait, voilà, j'ai envie parce que je pense que pour les autres, en tant qu'agilistes, mais même les développeurs, de porter ça, c'est ultra, ultra important. C'est tellement important, vous allez voir que pour moi, ça doit être la priorité numéro 1 de tout accompagnant agile, leader agile, on aime bien dire maintenant chez Scrum Life. Donc, les problèmes que j'observe. Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, il y a plein d'autres problèmes, mais en tout cas, moi, ceux que j'observe de façon principale, que j'ai pu vivre ou que j'ai pu observer ensuite en tant que consultant. Donc, le décrochage humain, comme j'en parlais juste avant, c'est des gens qui ne se comprennent pas. C'est des gens qui ne parlent pas tout simplement le même langage, qui ne sont pas dans le même monde, qui n'ont pas les mêmes objectifs. Alors, il y avait quelques devs. Est-ce que vous savez s'il y en a qui, ou même vous pouvez répondre si vous êtes dans une équipe avec des devs, dont le métier, PO, PM, peu importe, n'a pas la même direction, donc les mêmes managers que les développeurs? C'est le cas chez vous? Ouais, c'est le cas. Et ça arrive extrêmement souvent. Extrêmement souvent. Et donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Parce qu'en plus, les managers se parlent rarement entre eux, surtout entre l'IT et le métier. Qu'est-ce qui se passe par ça? Ils ont même parfois des missions qui sont contradictoires. Ils ne vont pas dans le même sens. Comment on peut créer un produit ensemble? Comment on peut même s'appeler, se considérer comme être une équipe si on ne va pas dans la même direction? Une équipe, c'est un groupe de personnes qui travaillent sur le même sujet. Si on ne travaille pas sur le même sujet, si on n'a pas le même but, on ne peut pas se considérer comme une équipe. Il y a eu un tweet il n'y a pas longtemps, un développeur, alors je lui ai dit que j'allais utiliser son truc, il était ok que j'utilise son tweet sans l'anonymiser, seulement si j'allais pas dire du mal des développeurs. Donc ça devrait aller. Donc effectivement, son tweet, nouvelle réunion, comment atteindre l'objectif du sprint? Bah je sais pas, mais peut-être en nous laissant coder, non? En même temps c'est vrai, et en même temps c'est pas vrai. J'ai répondu mal dans le sens, j'ai voulu être sarcastique, un peu comme lui, mais il l'a mal pris. C'est pour ça, après, j'en ai parlé. Moi, je lui ai répondu, ouais, coder un truc qui sert à rien, il n'y a que ça de vrai. Au lieu de coder, il faudrait déjà réfléchir et s'assurer que ce qu'on fait est utile, non? Pour moi, si tu veux que coder, tu fais des projets perso, demande pas à être payé pour ça. Et on a besoin de développeurs, pas de codeurs. Il a masqué mon tweet ensuite, dans son fil et tout. Mais non, je ne l'en veux pas, hein, du tout. J'aurais dû mettre sarcasme. Mais en vrai, je pense qu'il a en partie raison et en même temps en partie tort. C'est là où on voit ce décrochage. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Donc effectivement, l'objectif du métier qui va mettre une réunion, c'est d'atteindre un objectif du sprint. Et encore, ça en vrai, c'est relativement rare. Hein. L'objectif du sprint, c'est pas très, très utilisé. Et l'objectif des développeurs, c'est de faire quelque chose. C'est de travailler, c'est coder.
On fait du gaspillage. Dans énormément d'entreprises, on fait du dev. Peu importe la valeur que ça a. Je vous fais part, alors il y a le lien là, je pourrais vous l'envoyer ou vous me direz, c'est Pendo, P-E-N-D-O, pardon, qui a fait un rapport. Alors, dans le monde de l'agilité, on parle de temps en temps, depuis plusieurs années, comme quoi il y aurait 70% des fonctionnalités qui ne servent à rien. Il faut faire relativement... non, en fait, il ne faut même pas dire ça, dans le sens où ça se base sur une étude de 4 projets. Autant dire que l'échantillon n'est pas énorme. Là où j'aime bien cette étude-là, c'est qu'elle se base, 2019, elle se base sur 615 projets avec un certain biais, dans le sens où ce sont les clients de Pendo qui est une solution d'analytics de produits en gros. Donc ça reste un certain biais, mais au moins les stats veulent un peu plus dire quelque chose. Donc eux, ce qu'ils ont remarqué, alors vous lirez si ça vous intéresse, c'est que les entreprises de logiciels investissent 29 milliards de dollars en fonctionnalités qui ne sont jamais ou rarement utilisées. Donc basé sur 615 entreprises. Et dans le rapport, on apprend aussi que ça représente 80% des fonctionnalités. Rarement ou jamais utilisées. Donc, imaginez-vous dire à un dev, 80% de ce que tu as fait sur les 5 dernières années, ça ne sert à rien, il ne fallait surtout pas le faire. Pas facile. Pas facile parce que les devs, ils aiment développer. Et en vrai, souvent, ils aiment développer même si ça ne sert à rien. Donc c'est pas facile. Par contre, quand on est payé pour faire quelque chose, il faut quand même donner la part de la controverse, on va dire, enfin le contre de ça, c'est de se dire il faut quand même que ce soit utile. Mais en vrai, c'est pas leur faute les devs, généralement. C'est pas eux qui ont choisi de faire 80% de ces 80% de fonctionnalités. C'est rarement eux. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que disait Alban dans la keynote, où quand on voit que si ça peut être difficile de passer la semaine de 4 jours, en fait, on fait que réduire le nombre de fonctionnalités qui servent à rien, si on fait moins de choses. C'est pas si grave, franchement. L'autre problème, c'est la vue étriquée. On considère, moi je trouve ça fou en 2023 que ce soit encore le cas, si on considère les développeurs comme de simples exécutants, remplaçables. J'ai déjà eu des trucs, en 2023, un PDG qui me demande, on ne peut pas compter le nombre de lignes de code de chaque dev pour voir les performances? Je me suis dit, mais c'est retour vers le futur, quoi. Parce que c'est des gens qui sont tellement éloignés. Et ça, je vous parle de ça, d'une boîte dont 100% du chiffre d'affaires dépend d'un logiciel. Ou le nombre de commits. Donc ça, c'est encore aujourd'hui, on est dans ce cas-là. Encore aujourd'hui, on a des PDG d'entreprises qui nous disent on va aller chercher des développeurs en Inde parce que ça coûte moins cher. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a 2-3 ans, j'avais été contacté par SFR qui faisait le chemin inverse. On dit on est en Inde depuis 5 ans, ça nous coûte une blinde. On aurait pu payer 5 fois nos équipes à Paris. Parce que, oui, le dev ne coûte pas cher. Le développeur en lui-même, en Inde. Parce que tout simplement, le niveau de vie n'est pas le même, puis parce qu'en plus, il casse les prix à mort. Enfin, les employeurs français cassent les prix là-bas. Sauf que refaire, parce que quand on veut du pas cher, que ce soit en Inde, en France ou à Pétaouchnok, quand on a du pas cher, on a des gens qui sont peu qualifiés. Ou alors ceux qui sont qualifiés, si on les paye pas cher, ils restent pas très longtemps. Donc de toute façon, on reste, ou quel que soit le pays, quand vous payez quelqu'un pas cher dans les entreprises, on reste avec ceux qui acceptent de rester pour ce prix-là. Autant dire que ce n'est pas forcément les plus cadors. Ou alors on est une entreprise à mission. Ce n'est pas le même problème. Mais généralement, ils n'ont pas ce genre de problème non plus. Ils en ont d'autres, mais ils n'ont pas ce genre de problème. Donc ça encore, on considère les devs comme des exécutants remplaçables. Mais vraiment, dans le sens, c'est pas grave s'il part, on en prendra un autre, quoi. Bon, enfin, ça fait 7 ans qu'il est là, et il a des connaissances, on va pas le remplacer du jour au lendemain, quoi.
Le fait d'avoir une vue étriquée et de les considérer comme des exécutants, on n'a pas le droit à on leur laisse pas le droit à l'erreur. Quand on est exécutant, quand on est une machine, on ne veut pas que ça fasse d'erreur. Une machine, elle n'est pas censée faire des erreurs, elle est tout le temps censée faire un travail parfait. Donc on ne leur laisse pas cette capacité, comme je disais avant, d'essayer des choses, de tester des choses, de se tromper, de revenir en arrière, de changer, d'innover en vrai, tout simplement. Merci. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le droit à l'erreur? Je vais parler plus vite. Eh ben on planifie. On planifie à mort, on se blinde en tant que développeur. On fait de l'optimisation, parce qu'on ne veut pas repasser ici. Parce qu'une fois qu'on est repassé ici, si dans 6 mois on doit y repasser, ça va être galère. Donc non, on va essayer de tout faire. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des choses inutiles. C'est parce qu'on demande aux développeurs on les force à se protéger. Leur réponse, c'est bah, je me blinde. Donc donne-moi tout ce qu'il y a à faire là-dessus, et je le ferai. Peu importe si c'est à faire ou pas en vrai, on s'en fout. C'est ce que tu attends de moi, bah, je vais le faire. Donc on planifie énormément, on fait des estimations, c'est pas le sujet de la conf, mais on planifie énormément pour se protéger, pour être sûr d'avoir tout couvert et effectivement de faire trop de choses. Et quand les développeurs, certains, arrivent et demandent pourquoi, eh ben on leur dit parce que. Et en fait, c'est ça où c'est fou, c'est que dans cette vue étriquée, on ne considère pas que les développeurs devraient s'intéresser au pourquoi, généralement. Alors, en vrai, hein, c'est aussi souvent le développeur qui ne va pas demander. Et pour ceux qui sont là, leaders agiles, même si vous êtes développeur mais que vous avez envie de faire mieux ou d'amener autre chose dans votre entreprise, ça doit être la priorité numéro 1. Avant de faire des boards, avant de faire du Kanban, avant de faire du Scrum, avant de mettre des plannings, avant de faire quoi que ce soit, faites-en votre priorité, de faire en sorte que l'entreprise considère les développeurs comme ce qu'ils sont, même des juniors. C'est souvent des ingénieurs qui ont fait 3, 5 ans d'études, qui sont passionnés au-delà des études, ils ont même souvent fait du développement encore bien avant. C'est des gens qui sont passionnés, qui sont créatifs. On les embauche en plus souvent, alors les boîtes elles copient les trucs de Google pour faire les entretiens, etc. On cherche des gens avec un cerveau spécial, machin et tout. Puis en fait, une fois qu'ils sont embauchés, bah maintenant ta gueule et code ça. Donc ça doit être notre priorité de travailler ça. Et généralement, ça se travaille avec, bien sûr, le management, mais aussi avec les développeurs qui doivent aussi travailler leur posture, travailler leur discours, leur communication. Et ça, par contre, c'est vrai que les devs ne sont pas forcément les meilleurs communicants du monde. Hein. Donc les problèmes, le décrochage humain, le gaspillage, la vue étriquée. Alors pourquoi? Les formations. Je ne regarde pas Jean-Christophe, parce que lui fait des bonnes formations. Mais les formations. Les formations, il faut se dire que le développement logiciel, le développement de produits, ça ne peut que se baser sur l'empirisme. Et en 2023, j'arrive encore dans des entreprises avec des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire empirisme. Je leur demande, c'est quoi pour toi l'empirisme? L'Empire romain. Non, j'ai pas eu ça en vrai. Hein. Et en fait, mais c'est pas à se moquer, dans le sens, c'est pas un manque de vocabulaire, c'est un manque juste de connaissances profondes de pourtant ce qui est le cœur de leur métier. Et quand je leur explique ce que c'est l'empirisme, ils me disent « Ah bah oui, je le fais sur mes projets perso. » Mais pas dans l'entreprise. Pourquoi? Bah parce qu'ils n'ont pas appris. Et ça, c'est un truc, j'ai pas l'impression que ça change. Alors, j'ai pas fait une grosse étude en regardant toutes les écoles, mais encore quand je fais des audits dans des entreprises, je parle à des jeunes qui viennent de sortir de l'école, ils n'apprennent pas à développer un produit. Ils apprennent à coder. Et uniquement à coder. Et malgré, pourtant j'avais une bonne idée de l'école 42, et en fait j'ai vu plein de gens en sortir dernièrement, et c'est les pires presque. C'est des bons codeurs, attention, c'est des bons codeurs, ils savent bien coder, mais ils ne savent pas développer un logiciel. Si on leur demande de faire autre chose que coder, de réfléchir, pas à la structure du code, ça ils savent le faire, mais de réfléchir à la structure du produit, à pourquoi est-ce qu'on fait le produit, à la solution même, il n'y a plus personne.
Ils n'ont pas appris, ils n'ont pas été formés. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, en tant qu'agilistes, on doit le savoir. Parce que demander à quelqu'un de travailler de façon empirique, quand il n'a jamais appris à le faire, et quand en plus, on lui a demandé toute sa vie de ne faire que d'écrire du code, c'est-à-dire qu'à la sortie de l'école, bon, il n'a pas appris. Dans les entreprises ensuite, on ne lui a toujours pas demandé. En fait, c'est super compliqué, c'est super difficile. Donc nous, quand on veut travailler ça, on se tombe face à des murs si on n'a pas cette conscience que ce n'est pas naturel, ce n'est pas logique pour eux. Et pourtant, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la capacité à écrire du code est ce qui a le moins de valeur chez un ou une développeuse. C'est vraiment ce qui a le moins de valeur. Ce qu'on veut, c'est l'esprit créatif. Écrire du code, ça s'apprend franchement en quelques jours. Or oui, le code ne sera pas super joli, on n'utilisera pas les bons trucs, les bons patterns et tout. Mais on peut faire quelque chose qui fonctionne. Alors après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de savoir écrire du code, hein, attention. Mais c'est bien d'avoir les deux. Et quitte à choisir aujourd'hui un développeur dans une entreprise, dans une équipe dans laquelle moi j'interviendrai par exemple, je chercherai plutôt quelqu'un qui soit dans un mode développement de produit que quelqu'un qui sait coder. En plus, les frameworks, ça change tous les 4 matins. Donc l'empirisme, c'est pas juste de tester un truc et de l'oublier. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Non, mais nous, on fait de l'empirisme, on teste et on regarde les trucs. Et après, je l'ai demandé, j'ai fait un sondage sur Twitter, quand est-ce que vous avez retiré pour la dernière fois un incrément, enfin, que vous avez fait un incrément dont le but était de retirer quelque chose du produit. Près de 60% des gens qui ont répondu ont dit jamais. Et ça, c'est sur LinkedIn. C'est LinkedIn, donc en plus, c'est mon réseau qui est déjà biaisé avec des gens qui s'intéressent à l'agilité, on va dire. Donc imaginez en plus si j'avais pu toucher tous les gens qui ne sont pas dans mon réseau. Donc ça, on ne le fait jamais. Il n'y a pas de partage du pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi vous développez ce que vous développez? C'est une question que je pose en audit. Parce qu'on m'a demandé de le faire. Mais c'est 99% des réponses, hein, c'est pas juste quelques-uns. Et en fait, les entreprises me disent, il n'y a pas besoin en fait de leur dire. Ça prend du temps, c'est ennuyeux, ils ne comprennent rien. Ils ne veulent pas parler au métier, les devs. Ils ne s'y intéressent pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut retrouver le ou la PO qui bloque. C'est-à-dire qu'il ne va pas passer l'information du pourquoi. Ça, c'est, on va dire, dans le meilleur des cas, c'est le plus facile parce que le PO a l'information du pourquoi. Mais souvent, c'est quand même plutôt l'entreprise qui bloque parce que les PO n'ont même pas, eux, l'information du pourquoi. Donc, c'est pas facile de la passer au dev. Le jugement de la performance. Donc, plutôt que de chercher la pertinence, l'accent est mis sur la performance. On les oblige, comme je disais tout à l'heure, à l'optimisation. Parce qu'ils ont l'impression qu'il faut optimiser leur travail pour pouvoir en faire le plus possible pour être bien noté. Donc, la pertinence, mais littéralement, mais non, en fait, on veut qu'ils produisent. On veut qu'ils produisent. Moi, parfois, je propose à des équipes de travailler plus sur la notion d'objectif de sprint et je leur dis, mais s'ils atteignent l'objectif, sur un sprint de 2 semaines, par exemple, en 2 jours, ils peuvent prendre 1 semaine et demie de vacances. Ah bah non, c'est pas possible. Bah non, ils peuvent faire autre chose. Non, mais tu as voulu investir 2 semaines, tu as perdu l'argent, tu l'as dépensé, pourquoi pas les laisser partir en vacances en fait? Puisqu'on ne leur dit pas pourquoi, en plus, on leur enlève la responsabilité. Allez ailleurs, la responsabilité. Allez sur le PO, sur quelqu'un d'autre dans l'entreprise, mais littéralement, les 80% de fonctionnalités qui ne servent à rien, c'est pas de leur faute en vrai. Et puis il y a les consultants et autres formateurs. Beaucoup de bullshit. Quand j'interviens en entreprise, du fait, quand on m'appelle, c'est Scrum Life qu'on appelle, je viens souvent, généralement, après quelqu'un qui est passé et où ça a été désastreux en fait. Ça a été désastreux. Donc énormément de bullshit parce que les consultants et autres formateurs qui forment ces équipes-là, eux-mêmes n'ont jamais été formés. Et malheureusement, ils ne regardent pas tous Scrum Life.
Donc, beaucoup de bullshit. Et moi, ça m'énerve, mais d'une puissance monstrueuse. Pour moi, c'est même de l'arnaque, hein, ce que font certains. Alors, pas tous, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Scrum Life, on est consultant et c'est vachement bien. Mais la plupart, et vraiment, ça me prend aux tripes, Et c'est pour ça qu'avec Jean-Pierre, et maintenant avec Robin qui nous a rejoint, il est là-bas, et il n'est pas concentré, il ne regarde pas, qu'on fait Scrum Life, c'est parce que ça nous énerve, en fait. Je ne vois pas du tout. Mais c'est le même que tout à l'heure, ton timing. Non? D'accord. Donc, nous, ça nous énerve. Et heureusement, on arrive à se calmer grâce à la chaîne, notamment, en déversant un petit peu, et puis aussi en ayant vos retours de gens qui nous disent qu'on leur a littéralement changé la vie, ou qu'ils ont changé de vie aussi grâce à nous. Et ça, c'est quand même super cool. Mais c'est quand même très énervant quand on arrive. Et surtout en plus au prix où ça coûte. Hein. C'est-à-dire qu'un consultant, moi j'ai déjà remplacé des gens qui sont payés 2 000 – 3 000 € par jour. Ils ont travaillé pendant 1 an dans l'entreprise. J'arrive, je demande au PO, tiens, c'est quand la dernière fois que tu as lu le Scrum Guide? Le quoi? C'est ouf, quoi. Bon, je suis déjà tombé sur un Scrum Master, 7 ans de Scrum Mastering, qui ne connaissait pas le Scrum Guide non plus. Bon. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'on a tous ces problèmes? Les formations. La formation initiale, on va dire, des développeurs. Le partage du pourquoi qui ne se fait pas en entreprise. Le jugement qui n'est pas sur la bonne chose, qui est là sur la performance plutôt que la pertinence. Et puis, bien sûr, nous, hein, moi, quand je dis ça du mal des consultants, je l'ai été, hein, ce consultant-là. Comme je vous dis, quand je suis arrivé en tant que consultant, que je n'avais pas d'expérience et qu'on me vend comme un cador qui connaît tout et tout, c'est pour ça que je ne suis pas resté. Donc voilà, donc ça, pour moi, c'est vraiment les sources principales, le pourquoi. Donc, des solutions à essayer. Débloquer l'empirisme. C'est hyper important, c'est la source de tout. Encore une fois, Scrum, Kanban, tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien s'il n'y a pas déjà la base de compréhension de ce qu'est l'empirisme. Comment une équipe peut se mettre à Scrum si elle ne comprend même pas la notion d'empirisme? C'est pas possible. Donc commencez par là. Une bonne astuce, moi que j'ai découvert tard, hein, que j'ai découvert peut-être fin d'année dernière, ça a été la révélation, c'est revoir la notion de sprint. Je crois d'ailleurs qu'on avait parlé avec Emmanuel pas mal en formation justement. Revoir la notion de sprint et d'itération. C'est quoi un sprint pour vous? Pour moi, un sprint, j'ai changé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a même sûrement des vidéos de Scrum Life où on peut le voir, il faudrait que je le coupe. Je définissais le sprint comme l'itération dans Scrum. Un sprint n'est pas une itération. C'est autre chose. Un sprint, c'est une boîte de temps dans laquelle on va essayer d'accomplir un objectif. Sauf qu'on ne peut pas se permettre de faire que le sprint est une itération. Pourquoi? Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Et ça arrive dans énormément d'entreprises, c'est qu'on arrive à la fin du sprint. Dans le meilleur des cas, on a du feedback utilisateur qui nous dit « Ah, c'est pas bon. » Ok, donc du coup, on fait quoi? On refait un autre sprint, puisque c'est les itérations, les sprints. Sauf qu'à partir du moment où on ne voit plus le sprint comme une itération, mais vraiment comme une boucle d'itération, ça veut dire que tous les jours, pendant le sprint, tous les jours, on doit avoir du feedback utilisateur. Tous les jours, si on peut même plusieurs fois par jour. Ça veut dire qu'il faut pousser des choses comme le découpage fin, on revient sur du no estimate, le découpage fin, etc., pour forcer justement les développeurs à se dire on ne sait pas ce qui va fonctionner, on ne sait pas quelle sera la bonne solution pour atteindre l'objectif. On a une idée, on a un plan qu'on va définir en début de sprint, mais on ne sait pas si ce plan est bon et on ne veut pas attendre la fin pour savoir, parce que si on attend la fin, même si c'est un sprint d'1 semaine, c'est déjà pas mal. C'est pas la majorité, mais c'est déjà pas mal. Mais si on attend la fin, on n'a pas le temps de rebondir si on s'est trompé. Alors que si on le fait tous les jours, alors quand vous avez des millions d'utilisateurs, c'est pas de le faire avec les millions d'utilisateurs, avec des utilisateurs clés. Enfin voilà, on pousse des pratiques par rapport à ça. C'est de se dire, on veut du feedback tous les jours. Qu'est-ce qui nous en empêche? Notez, essayez de vous demander, vous, aujourd'hui dans votre entreprise, si vous ne le faites pas déjà,
Qu'est-ce qui vous empêche, littéralement, d'avoir des feedbacks tous les jours? La possibilité de mettre en prod, l'accès aux utilisateurs. Qu'est-ce que c'est? Donc demandez-vous ça, et ça, en fait, ça doit être votre plan pour la semaine prochaine. Votre plan pour la semaine prochaine, c'est de se dire, j'ai listé tout ce qui m'empêche, tout ce qui empêche l'équipe d'avoir du feedback tous les jours. Et là, vous avez un truc sur lequel travailler, votre priorité, d'avoir du feedback tous les jours pour amener de l'empirisme. Parce qu'encore une fois, comment vous voulez demander aux devs de découper des choses si de toute façon, il va falloir tout faire? Ça ne sert à rien de découper. Pourquoi passer 8 heures en sprint planning d'un mois pour se dire, bah on fait tout? Ça ne sert à rien. Donc pour pousser ça, il faut découper. Il faut découper pour justement avoir l'occasion de tester, d'apprendre, de se rater, de revenir en arrière, d'essayer autre chose. Et on ne peut le savoir que si on a du feedback des utilisateurs. Donc ça, c'est super, super important. Donc, souvenez-vous ça, le sprint n'est pas une itération, c'est une boîte de temps qu'on investit. J'aime beaucoup, j'en ai parlé dans une vidéo, j'aime beaucoup la notion de shape-up, qui n'est pas du sprint, mais que j'utilise pour le sprint, qui est la notion de pari. On prend le pari que dans notre sprint de 2 semaines, on saura trouver une solution à tel problème. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est pour ça que c'est bien de se dire, si on a fini avant, ben on part en vacances, ou on fait autre chose, ou on monte un cluster MongoDB pour essayer. Pourquoi pas? Donc, demandez-vous aussi, quand est-ce que vous avez fait une expérimentation pour la dernière fois? Une expérimentation où vous aviez le droit de sortir du sprint en disant, on a raté. On n'a pas raté le sprint, on a raté notre expérimentation, on n'a pas trouvé de solution. C'est pas rater un sprint de ne pas trouver de solution. Si on part du principe que le sprint est d'essayer de trouver une solution. Par exemple, ça peut être qu'on pourrait continuer plus, mais ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Et ça aussi, c'est un problème. Est-ce que les développeurs ont conscience de l'investissement souhaité par l'entreprise? J'avais dit que je ne parlais pas des estimations, je vais quand même en parler une seconde. C'est le côté de renverser la demande d'estimation. On est habitué à ce que les PO, PM, PDG ou autres demandent des estimations aux développeurs. Combien de temps ça va prendre de faire ça? C'est une très très mauvaise question parce qu'ils ne savent pas. On parle de 80% de fonctionnalités qui ne servent à rien. 99% des estimations ne servent à rien, sont fausses de toute façon. Je ne vais pas regarder les confs de... Ah mince, j'ai perdu son nom. Frédéric Le Guédois, voilà, merci. Et elles sont géniales. Donc, les estimations sont fausses. Renverser la question, demandez plutôt... Non, mais nous demande pas combien de temps on va mettre pour faire ça. Dis-nous combien de temps tu veux qu'on investisse pour trouver une solution. Et oui, ce ne sera peut-être pas la solution parfaite si on demande d'investir qu'une semaine ou 2. Peut-être que si on faisait 4 semaines, on aurait une meilleure solution. Peut-être. Mais par contre, ça veut dire que pour l'entreprise, c'est pas intéressant de faire plus. Donc on se donne tant de semaines, un sprint, qu'on investit, on prend le pari, on est prêt à perdre cet argent pour essayer de trouver la meilleure solution possible dans ce temps imparti. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait de la merde, hein, par contre. On teste, etc. On ajuste, voilà, refactoring, etc., etc. Votre DOR est-elle un frein? Il y a des équipes là qui font la definition of ready. Levez la main. Ouais, oh là, voilà. Pour moi, c'est un vrai frein à l'empirisme. Alors, je vais nuancer un petit peu. C'est-à-dire que la DOR, si elle est plus sur se poser des questions, de savoir si on a assez d'informations pour commencer à travailler sur une solution, ça me va. Si la DOR, c'est d'avoir les maquettes, c'est d'avoir les trucs, on ne peut pas être empirique. Comment vous voulez demander à un dev, non mais sois créatif et empirique pour me faire cette maquette au pixel près? Ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Définissez des objectifs. Une roadmap, ça ne doit jamais contenir une seule fonctionnalité. La fonctionnalité n'est pas importante. Elle devient importante que lorsqu'on a confirmé qu'elle est, alors les 3 U, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'aime bien, utile, utilisé, utilisable. Donc, tant qu'on n'est pas sûr de ça,
Ça ne peut pas être dans une roadmap et on ne peut pas en être sûr tant qu'on ne l'a pas développé, mise dans les mains d'un utilisateur. Donc une roadmap ne contient jamais de fonctionnalité. Une roadmap contient des objectifs à atteindre. Et l'objectif n'est pas faire telle fonctionnalité. D'accord ? L'objectif, c'est de résoudre tel problème. C'est de faciliter la vie de tel utilisateur sur tel plan, etc. etc. L'objectif, c'est de permettre aux administrateurs de créer des nouveaux comptes de façon autonome, etc. etc. On s'en fout de la fonctionnalité. Encourager la créativité, justement. En partant de ce principe-là de définir des objectifs, on encourage la créativité. C'est comme ça qu'on garde des développeurs et, on va dire, les bons. En fait, ce qui est vachement bien quand on part sur ce principe-là de donner un objectif et d'encourager la créativité, c'est qu'on garde les bons développeurs et les mauvais deviennent meilleurs. C'est tout bénef. Demandez-vous qui est-ce qui définit les solutions dans l'équipe. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des gens chez qui c'est pas l'équipe, pas les développeurs qui définissent la solution? Ouais. 1, 2, 1. C'est tout? Ah, il y a quand même des petites mains qui se lèvent, mais un peu plus... D'accord. Une question hyper puissante que j'ai commencé il y a quelques années à coacher les PO à dire, c'est se poser en planning, expliquer l'objectif, essayer de convaincre pourquoi l'objectif est important, pourquoi c'est important qu'on fasse ça, pourquoi c'est important qu'on se crève le cul pendant 2 semaines à travailler, se poser ensuite et dire, bon, à votre avis, il faut faire quoi pour y arriver? Et ça, quand on est habitué dans une équipe à ce que le PO déverse son cahier des charges sur l'équipe, je ne sais pas, c'est toi qui nous dis d'habitude. Non, mais là, je vous demande. Coacher les PO à avoir posé cette question. Jetez les backlogs. Alors bon, en vrai, on fait un filtre dans Jira parce que sinon c'est trop difficile. Mais jetez les backlogs, dites-leur, pose la question. Et tous ensemble, on prend du temps pour réfléchir à la solution, à la créativité. Des équipes qui, généralement, quand j'arrive, ont un emplacement, vous savez, dans le calendrier sprint planning pour 2 semaines de sprint, 30 minutes. Généralement, quand ils sont au bout d'un quart d'heure, ils sont là, ça devient long, on va peut-être aller bosser un peu, hein, parce que là, on ne bosse pas. À partir du moment où on commence là-dessus, les équipes, ils passent 1h30, 2 heures à concevoir des solutions. Et ils sortent de là avec plein d'énergie. Ils sont prêts à avancer, ils ont envie d'avancer parce qu'ils sont à la source, ils sont dans le choix de la solution. Ça change tout, et par simple question. Alors un truc que j'aime beaucoup, on avait fait une vidéo là-dessus, alors c'est pas un nom officiel dans le sens où c'est juste quelqu'un qui appelait ça comme ça. La design review, c'est formidable. Je vous le fais très bref, mais allez voir la vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous. La design review, c'est juste se dire que on prend les devs pendant le planning, hein, c'est une activité de sprint planning, on va dire la phase 3 par exemple du sprint planning, pour ceux qui connaissent le Scrum Guide par cœur. Ils se mettent devant un tableau blanc, ils disent ok, pour faire cette fonctionnalité, je pense que je vais faire une classe qui va s'appeler comme ça, qui va être telle méthode. Il dépile son architecture, son idée face aux autres membres de l'équipe. C'est peut-être qu'une personne qui va le faire ou en paire, mais en tout cas il déverse ça, il explique ce qu'il va faire. Ce qui permet d'avoir du feedback de tout le monde, de tous les autres développeurs. Ils savent ce qu'on va faire, ils connaissent le plan, ils peuvent dire non mais attends, nomme pas ta truc comme ça parce que en fait c'est pas comme ça qu'on nomme les trucs. Partage de savoir, des bonnes pratiques, etc. Et une fois qu'on a fait ça, ça prend 20 minutes sur les premiers sujets du sprint, hop, on part et il n'y a plus que à le faire. Et c'est ça, c'est quelque chose qui plaît énormément, ce format-là. Ils n'ont pas l'impression, les développeurs, qu'on leur parle, ouais, bon, pourquoi pas. Et quand ils le vivent, mais c'est formidable pour eux. C'est génial. Petite astuce aussi d'animation là-dessus. Une fois, j'avais fait ça dans une équipe. Plutôt le lead tech de l'équipe, on va dire, le plus senior, qui explique comment il va faire, etc. Il joue vraiment bien le jeu, c'était cool. Il y avait des questions des autres et tout. L'alternant développeur, qui était là depuis 6 mois, je lui dis, tu te sens de le faire, de le prendre le sujet? Suite à l'explication, il me fait « Ah bah ouais, allez, on va essayer ». Et il l'a fait. Il allait demander de l'aide, ça a créé de la collaboration, là où d'habitude, tout le monde prenait son sujet, on part sur l'autoroute, personne ne se parle, on fait son truc dans son coin. Hyper puissant cette question.
Quand est-ce qu'on définit les solutions dans l'équipe? C'est aussi super important. Si vous venez de voir ce que je viens de dire, bah en fait c'est en planning. On ne définit pas les solutions avant. Le raffinage, ce n'est pas le raffinage de la solution, c'est le raffinage du problème. On va chercher à cerner le problème, avoir le plus d'informations possible. Et challenger. Challenger sur d'autres choses. Par exemple, tiens, si on a ajouté un champ émission de CO2 par an dans Jira, de notre produit, ou de la fonctionnalité. Et là aussi, vous teasez la créativité. Ah ok, tu fais un truc, mais essaye de le faire, de trouver une solution qui utilise moins de ressources système. Ou alors d'améliorer certaines solutions existantes qui utilisent moins de ressources système. Les développeurs ont la capacité de réduire l'empreinte carbone des entreprises. Encore une fois, il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui se passent complètement de l'informatique. Très peu. Les PO, par contre, c'est les points d'orgue pour faire ça. Pour réduire l'empreinte carbone des entreprises. Parce que ça doit venir des PO. Les devs, bien sûr, peuvent le faire, je l'encourage, bien entendu. Mais ça doit venir les PO d'aller chercher cette information. Alors, c'est pas à eux de répondre, dans le sens qu'ils n'ont pas forcément les compétences techniques. Mais déjà, comment est-ce qu'on sait? Donc, interrogez-vous là-dessus. Proposez d'ajouter ce champ-là dans Jira. Vous voyez ce que ça donne, ça peut être intéressant. C'est exprès que c'est écrit comme ça. Impliqués dans le pourquoi. Les entreprises doivent partager leur vision et leurs objectifs avec les devs. C'est hyper important. Et comme je disais tout à l'heure, pour nous, c'est notre devoir en tant que leader de protéger l'équipe contre la bureaucratie, contre la réunionnite aiguë. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les devs, ils me jettent sous le train. C'est-à-dire que quand on leur propose une réunion, ils disent « Ah non, tu sais, Constantin, il va me frapper hein, si j'y vais. C'est pas possible, hein, il faut que je reste à mon bureau, sinon c'est pas possible. » On est là pour ça. On prend, quelqu'un vient me voir, « Pourquoi tu veux pas qu'il vienne aux réunions ?» Bah déjà, parce qu'il sait pas pourquoi il doit venir, parce qu'il voit pas la plus-value qu'il a à venir. Une réunion, quand on invite quelqu'un à une réunion, c'est pas genre « je t'invite, donc tu dois venir ». C'est pas un goûter d'anniversaire, quoi. On doit inviter les gens et les convaincre de venir, les convaincre que c'est important de prendre ce temps, parce que c'est du temps sur lequel ils ne vont pas faire autre chose. Donc ils doivent être convaincus. Et tant qu'ils ne sont pas convaincus d'aller à une réunion, le mot d'ordre, t'y vas pas. Ça veut dire aussi que vous pouvez coacher le reste de l'entreprise, les gens qui sont habitués à faire des réunions pour les devs, à déjà mieux préparer et écrire leurs réunions. C'est-à-dire le point dev dans le calendrier envoyé à tout le monde, il n'y a aucune info dedans, bah, c'est pas acceptable. Donc on explique l'ordre du jour, pourquoi, quelle est la valeur de chaque personne. Pourquoi est-ce que je t'invite toi et pas quelqu'un d'autre? Ça doit être conscient. Donc tout dépend de vous, de nous, là-dedans. Pourquoi? Parce que à quoi ressemblera le boulot d'un dev dans 10 ans? Et encore 10 ans, je pense que je suis généreux. Quand on voit déjà aujourd'hui les avancées de l'IA, etc., le boulot de codeur, ça se trouve, n'existera plus. Alors là, il y a les devs qui me disent « Non, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. » Mais dites-vous, et ça je crois que c'est Martin Fowler qui avait dit ça, normalement quelqu'un que les devs aiment bien, un craft, qui disait qu'un bon dev, c'est pas quelqu'un qui écrit bien du code pour que la machine le comprenne, la machine le comprendra tout le temps, le code. Un bon développeur, c'est quelqu'un qui écrit du code compréhensible par d'autres humains. Et en vrai, bah, si on code de moins en moins ou automatiquement, on s'en fout. L'important, c'est que la machine le comprenne. L'important, c'est que les développeurs puissent être plus des développeurs de logiciels, de produits, pardon, et pas des codeurs. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on en aura vraiment besoin encore dans 10 ans, quoi, de codeurs. Un truc que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien que vous essayiez et que vous me disiez sur les réseaux sociaux, vous me taguez ou vous m'envoyez un message en privé, peu importe, c'est le Test Driven Improvement. Donc vous connaissez peut-être le TDD dans le développement. Donc, heureusement que Michael Azeran n'est pas là, c'est pas du test first. C'est le TDD, c'est de se dire qu'on écrit un test qui est censé valider notre code et ensuite on essaye d'écrire le code minimal pour pouvoir résoudre ce test. On refactore pour que ce soit plus utilisable, plus joli, etc. Mais on écrit vraiment dans ce sens-là. Et bien vous, essayez de faire pareil. C'est-à-dire, vous voyez un problème,
Si je vous dis, tiens, comment je m'assure que c'est un vrai problème? Comment je le teste? Alors, on est dans autre chose du logiciel, mais il y a toujours des tests. Les gens ne sont pas contents, tiens, comment je le sais? Comment je teste que les gens ne sont pas contents? Ça peut être d'aller les voir, ça peut être de faire un formulaire, peu importe, ça peut être plein de trucs. Créez-vous un test pour ça, pour être sûr que le problème que vous voyez, et que vous vous dites, tiens, il faudrait peut-être résoudre ça, est un vrai problème. Ouh, time out. Et oui, pardon. Et ensuite, une fois que vous avez ce test-là, vous essayez quelque chose pour corriger ce problème. Vous rejouez le test. Est-ce que ça a corrigé le problème? Oui, non. Ça doit être factuel en fait. Tout simplement factuel. Donc si vous avez l'occasion d'essayer, je vous invite à le faire. Et donc je vous invite à vous demander demain, qu'est-ce que vous changez dans votre manière de travailler en tant que leader agile, coach agile, Scrum Master, par rapport à tout ça. Voilà, merci, aidez-moi.